Deuxième indication, c'est l'insuffisance cardiaque. Et je vous avais à nouveau montré ce schéma-là la dernière fois. Retenez-le bien, c'est un des plus simples que j'ai trouvé. Mais globalement, dans l'insuffisance cardiaque, retenez que c'est un petit peu la situation inverse. La pression artérielle est trop basse parce que la pompe cardiaque éjecte de manière moindre. Le système baroréflexe se met en route et en même temps que se met en route tout un système qui est lié aussi à la diminution de la perfusion rénale. Donc pour l'instant, on se contente de voir cette deuxième voie-là. Baisse du débit cardiaque, baisse de perfusion rénale, activation de l'appareil juxtaglomérulaire et libération de rénine qui va fabriquer plus d'angiotensine 2. Et là voilà, votre angiotensine 2 au niveau plasmatique et au niveau cardiaque va avoir deux conséquences. Un, l'augmentation de résistance périphérique, on vient d'en parler. Cette augmentation, c'est une augmentation pratiquement de servomécanisme, c'est pour rétablir une pression de perfusion, alors que dans l'insuffisance cardiaque, la pression de perfusion a baissé. Mais on sait que ça augmente la surcharge ou la post-charge. Et puis, deux, l'augmentation d'angiotensine 2 va entraîner une augmentation de l'aldostérone plasmatique dont on sait que la rétention hydrosodée va participer à l'augmentation de la volémie. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Volémie plus augmentation de résistance périphérique, ce sont les deux moyens de réaugmenter la pression artérielle. Mais réaugmenter la pression artérielle au travers de plus de volume et plus de post-charge devant un myocarde défaillant, c'est aggraver encore la fonction du myocarde. Donc, diminution de la fonction cardiaque et un véritable cercle vicieux s'est installé. Il faut connaître dans l'insuffisance cardiaque le rôle de l'aldostérone cardiaque, des effets directs de l'aldostérone cardiaque qui peuvent entraîner à la fois une augmentation des catécholamines dans le cœur, une augmentation de la fibrose, qu'on appelle fibrose interstitielle, qui va entraîner des troubles du rythme. Et ces troubles du rythme, ces arythmies, qui vont être à la fois catécholergiques, ioniques, parce qu'il y aura de l'hypokaliémie, et par fibrose, vont aggraver encore la fonction cardiaque. Donc dans l'insuffisance cardiaque, il y a toute une part arythmogène qui est aggravée par le système rénine-angiotensine et par l'aldostérone. Donc vous voyez bien qu'en donnant des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et donc en diminuant l'angiotensine 2, on coupe une partie de ce cercle vicieux et on restaure une post-charge normale. Vous avez eu des cours sur l'insuffisance cardiaque, vous avez eu des cours sur la fonction cardiaque. En diminuant la post-charge, en fonction de Starling, sur un cœur défaillant, on réaugmente le débit cardiaque. Donc voilà pour l'insuffisance cardiaque congestive. Vous pourriez renforcer ce schéma à partir de ce que vous savez sur le baroréflexe, c'est-à-dire que l'activation du baroréflexe et l'augmentation des catécholamines, vous allez la retrouver ici, et la potentialisation entre les effets de l'aldostérone et les catécholamines sur la fibrose et sur le déclenchement des arythmies, mais augmentation des catécholamines aussi sur les résistances périphériques et augmentation des catécholamines pour favoriser l'augmentation de l'angiotensine 2 plasmatique. Donc voilà, tout le système peut se complexifier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'insuffisance cardiaque. Donc on a posé là deux grandes indications, l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Et à côté de celle-là, vous en avez d'autres, les trois derniers que vous voyez ici. Le post-infarctus, la prévention des complications cardiovasculaires chez les sujets à haut risque cardiovasculaire et la néphropathie diabétique. En néphropathie diabétique, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui s'appelle post-infarctus du myocarde, prévention des complications cardiovasculaires chez les sujets à haut risque cardiovasculaire, vous pouvez le déduire simplement des deux diapositives de physiopathologie que je vous ai montrées, celle-ci sur l'insuffisance cardiaque, voilà,
chez quelqu'un qui est à haut risque cardiovasculaire, donc de faire une cardiomyopathie, c'est-à-dire une insuffisance coronaire, donc de l'ischémie, donc de l'arythmie, mais qui a aussi de l'hypertension, mais qui a aussi du diabète, de la dyslipidémie, etc. Le système rénine-angiotensine est activé, donc il faut le bloquer. Et puis vous pouvez le déduire aussi de cette diapositive-là. Toute augmentation du système rénine-angiotensine au long cours favorise l'atteinte des organes cibles. Organes cibles étant le cœur, le cerveau, le rein, les artères. Et la néphropathie diabétique. Bon, alors j'en profite pour vous placer d'autres classes thérapeutiques, hein, que sont les diurétiques et les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque congestive, mais ça on le reverra au fur et à mesure. Donc retenez, dans l'hypertension artérielle, vous avez 5 classes pharmacologiques. Vous avez les IEC, les ARA2, les bêta-bloquants, les diurétiques, les antagonistes calciques. Il faut que vous sachiez ça absolument sur le bout des doigts, parce que c'est votre travail de tous les jours comme médecin généraliste. Un hypertendu, les hypertendus représentent la moitié de votre consultation en médecine générale. Souvenez-vous que je me place toujours dans le cas où vous serez médecin généraliste. Et puis vous aurez un petit nombre de patients insuffisants cardiaques. Il y a 1 million d'insuffisances cardiaques en France. Et ceux-là ont variablement des diurétiques, des bêta-bloquants ou des IEC. Alors maintenant, on va revenir à la pharmacodynamie proprement dite. Et là, il faut que vous compreniez bien ce qu'on appelle les effets hormonaux. La dernière fois, je n'ai absolument pas eu le temps de vous parler du rétrocontrôle négatif. Mais globalement, quand vous donnez un inhibiteur d'enzyme de conversion, vous avez une augmentation de l'activité rénine plasmatique, ARP, activité rénine plasmatique. Vous pourriez maintenant écrire rénine active, parce qu'on dose la rénine active. Vous augmentez l'angiotensine 1, vous baissez l'angiotensine 2 et vous diminuez l'aldostérone. Bon, pourquoi est-ce que vous faites ça? Eh bien parce que vous avez un petit système très simple. Quand je vous parle de système bloqué par les médicaments, je vous parle toujours de la physiologie d'abord, puis ensuite je vous parle de la pharmacologie. Donc la physiologie, c'est écrit en bas. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? On parle d'une contre-régulation de ce système rénine-angiotensine, c'est-à-dire d'un rétrocontrôle négatif de la sécrétion de rénine par l'angiotensine 2. Donc petit schéma tout simple. Ça, c'est toute la chaîne de la dégradation peptidique qui aboutit à la formation de l'angiotensine 2. Mais là, il faut que vous sachiez que l'angiotensine 2 exerce en permanence un rétrocontrôle négatif sur la libération de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire. Petit cerveau mécanisme extrêmement efficace. Plus je fabrique d'angiotensine 2, plus je diminue la production de rénine, donc moins j'en fabrique. Et le système se maintient dans de bonnes conditions comme ça. Maintenant, imaginez, ça c'est la pharmacologie, et donc je vous l'écris bien en dessous. Voilà pourquoi les diapositives sont importantes. Alors évidemment, moi j'ai une mémoire très visuelle, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des mémoires visuelles, d'autres ont des mémoires un peu plus littéraires. En général, en médecine, on a plutôt une mémoire visuelle et on est plutôt sélectionné sur la mémoire visuelle puisque on fait appel à beaucoup de schémas et d'anatomie et de choses comme ça. Mais retenez sur ce petit schéma, voilà, l'inhibiteur d'enzyme de conversion bloque la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc l'angiotensine 1 s'accumule. Et il va s'accumuler d'autant plus que l'angiotensine 2, qui n'est plus produite, ne peut plus exercer son rétrocontrôle négatif sur la rénine et que la rénine est libérée. Et à même quantité de substrat, c'est-à-dire à même quantité d'angiotensinogène hépatique, l'augmentation de la production de rénine va augmenter la production d'angiotensine 1. Ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, elle est bloquée par l'enzyme de conversion. Et puis que dès que les effets de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion vont être... elle est bloquée par les IEC. Dès que les effets des IEC vont disparaître, l'angiotensine 2 va réaugmenter et le rétrocontrôle va se réinstaller et le système va se réadapter. Donc le système fonctionne relativement bien, mais sachez que
quand vous donnez un IEC, vous avez une augmentation de l'activité rénine plasmatique ou de la rénine active. Et ça s'appelle suppression du rétrocontrôle négatif. Moins par moins égale plus. Donc on revient là aux effets hormonaux, plus d'ARP, plus d'angiotensine 1, moins d'angiotensine 2, moins d'aldostérone. Quel est l'intérêt de ce que je vous dis? Eh bien, ça a un petit intérêt lorsque vous irez un tout petit peu plus loin et qu'on parlera de l'exploration des causes d'hypertension artérielle. Je pense que ça doit être à peu près maintenant que vous devez avoir un cours. Et quand on parle d'hyperaldostéronisme primaire, de sécrétion non contrôlée d'aldostérone, eh bien cette maladie, la maladie de Cohn, l'hyperaldostéronisme primaire, est caractérisée par un excès d'aldostérone plasmatique à rénine basse. Voilà. Ce n'est pas l'augmentation de la rénine qui va entraîner plus d'aldostérone, c'est quelque chose qui va échapper au contrôle de la rénine. Et donc, comment est-ce que ça s'explore? Et vous comprendrez bien tout de suite à ce moment-là qu'il faut stopper les IEC et les ARA2 si on veut avoir une exploration de qualité. Donc voilà, à côté de ça, vous mettez entre parenthèses exploration de l'HTA secondaire et de l'hyperaldostéronisme primaire. Deuxième type d'effet hormonal, les IEC diminuent les catécholamines plasmatiques chez l'insuffisant cardiaque, essentiellement en restaurant une hémodynamique le plus normale possible, et donc en diminuant l'activité sympathique réflexe. Mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important aussi, c'est l'augmentation de la bradykinine et des prostaglandines. J'en parlerai plus, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est la bradykinine.